plus de précision. Parfait. Je vais passer la parole à Madame Emma Aziza, donc, qui est présidente du bureau d'études Mayan. Voilà, Madame la Présidente. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Donc effectivement, en fait, je dirige aujourd'hui un bureau d'études un peu particulier puisqu'il s'agit d'un centre de recherche action composé principalement de docteurs qui ont soutenu des thèses sur la question du risque inondation autour de l'ensemble des volets qui peuvent être traités, que ce soit réglementaire, que ce soit psychosociologique, hydrologique, météorologique. On essaye vraiment de recouvrir l'ensemble des questions qui peuvent être posées autour de cette problématique du risque. Donc, Mayan est composé de 4 départements. Le premier traite principalement de la question de la gestion des risques et des crises. Donc, effectivement, on travaille notamment sur les plans communaux de sauvegarde, mais on cherche surtout à améliorer les méthodologies qui sont mises en œuvre, notamment chercher à ne pas s'appuyer particulièrement sur le zonage réglementaire des PPRI, mais parfois aller plus loin, prendre en compte la question du ruissellement, des zones endorreiques, c'est-à-dire des zones de convergence des eaux. Et donc, si vous voulez, on essaye de mettre en œuvre des solutions opérationnelles puisque un maire reste avant tout un décideur qui a besoin de solutions pragmatiques. Et pour ça, il faut toute une ingénierie derrière, mais qui effectivement a été très vulgarisée. Donc, on a un autre département qui a été cité, enfin, la problématique a été citée dernièrement, qui traite de la réduction de la vulnérabilité, ce département prospectif chez nous. Et donc, on cherche à développer, là encore, des méthodes novatrices sur la réduction de la vulnérabilité des territoires, qu'il s'agisse du bâti individuel, public ou des bâtiments collectifs. Aujourd'hui, il y a un véritable engouement sur cette question et très peu de méthodes mises en œuvre concrètement. Et donc, nous travaillons notamment, par exemple, sur la ville de Nîmes, où nous avons pour objectif de viser un tiers de la population située en zone inondable, qualifier les travaux du bâti à mettre en œuvre, et ensuite leur permettre de continuer à habiter en zone inondable, puisqu'on ne va pas raser la ville de Nîmes, puisqu'on a atteint parfois jusqu'à 2 mètres de hauteur d'eau, mais malgré tout, permettre à l'eau de ne plus pénétrer, ou au moins, quand il n'y a pas d'autre solution, de permettre à la population de se protéger. Parce qu'on peut créer toutes les méthodes, si vous voulez, pour réduire la vulnérabilité et créer par exemple une zone refuge lorsque le niveau d'eau atteint finalement dépasse le bâti. Faut-il encore que la personne puisse se rendre dans cette zone refuge? Donc on a une dimension organisationnelle qui est essentielle. Donc on rentre à l'intérieur des familles, on échange avec la population, on essaye de comprendre leur perception du risque. On a vraiment une différence énorme entre des gens qui ont vécu des événements récemment, l'événement de 88 ou de 2014, et des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui n'ont absolument aucune connaissance ni perception de la dynamique de ce type de crue. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. On essaye d'y travailler avec des méthodes psychosociologiques, puisqu'il faut échanger avec des gens qui parfois ont été sinistrés et traumatisés. Ensuite, on a vraiment un aspect très technique, puisqu'il s'agit d'analyser le bâti, les hauteurs d'eau qui vont rentrer, et là, on est vraiment à l'échelle du bâti individuel. Et ensuite, essayer de trouver les mesures qui vont être les plus adaptées et accompagner ces familles vers la mise en place de ces mesures qui sont ensuite prises en charge puisqu'il existe des financements adaptés à ces mesures, notamment via les fonds Barnier. Donc voilà un travail que l'on fait sur le territoire. Là, actuellement, on a réalisé plus de 600 diagnostics donc, de maisons individuelles et plus d'une centaine de bâtis collectifs. Et notre objectif est d'arriver jusqu'à 5000 diagnostics. Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi ça me semble important? On parlait des événements qui se sont déroulés au mois de juin. La semaine dernière, j'étais à Montargis avec monsieur Jean-Pierre Dor, le maire de Montargis, et je me baladais dans les rues, entre guillemets, dans les rues particulièrement sinistrées où la plupart des commerces ont fermé encore leurs portes. Et puis, on m'expliquait qu'il y avait un commerçant qui venait juste d'ouvrir ses portes et effectivement, très fièrement, qui avait refait tous ses travaux. Il avait pris sur lui, il avait reçu une indemnisation de 300 000 € à titre individuel et il avait fait un crédit de 130 000 €. Et là, j'ai commencé à échanger avec lui et je lui ai demandé si finalement il avait reconstruit à l'identique. Et la question lui paraissait toute naturelle. Il m'a dit bien entendu que oui. Et je lui ai dit, mais vous
savez qu'il existe des solutions pour plus que l'eau pénètre chez vous, puisqu'on est quand même là, on n'avait pas des vitesses particulièrement rapides, donc on a quand même des solutions, ne serait-ce que des bâtards d'eau. En tous les cas, il existait des choses à mettre en place, puisque l'année prochaine, s'il y a une nouvelle inondation, aujourd'hui, on n'a pas encore retravaillé sur le linéaire du cours d'eau, et potentiellement, ça peut se reproduire. Donc ça, c'est vraiment une question qui me semble essentielle, que ce soit pour le tissu économique, pour le bâti individuel, c'est chercher à faire comprendre à ces aménageurs. D'ailleurs, il y a effectivement un grand prix actuellement, mais il y a aussi de véritables synergies sur le territoire qui se mettent en œuvre pour faire comprendre que ces inondations doivent aussi nous servir de leçon, d'une piqûre de rappel. Effectivement, on n'a pas vécu 1910, enfin pas sur l'ensemble du territoire, mais sur certains linéaires, notamment sur le bassin du Loing, on a vécu 1910. Se servir de cette expérience pour reconstruire mieux, différemment. Et aujourd'hui, la science et la recherche mettent en place des méthodes qui existent et qui permettent tout simplement d'aller sur le terrain, finalement, mettre en place ces solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Et donc, pour redécrire un petit peu mes activités, donc on a aussi un département qui est aussi important, qui est un département de communication, parce qu'il faut apprendre à communiquer sur les risques. C'est quelque chose qui est là encore extrêmement important. On parlait tout à l'heure de vigilance météorologique, que ce soit de niveau orange ou rouge. On parlait de vigilance de vie crue. C'est encore aujourd'hui quelque chose qui est très mal compris par la population, qui est très mal perçu. Souvent, moi qui enseigne depuis plus d'une dizaine d'années dans des masters spécialisés en hydrologie, souvent je demande aux gens s'ils connaissent Vigicru, et ce sont des étudiants spécialisés dans le domaine. Jusqu'à il y a encore 2-3 ans, c'était des sites qui n'étaient pas connus. Donc je pense qu'il y a un véritable travail de communication. Ça passe par l'ensemble des documents qui sont mis en œuvre. On a à l'échelle de chaque commune des documents d'information sur les risques majeurs qui sont censés rappeler tout cet existant. Mais il est essentiel de faire un lien entre ce qui existe au niveau, ce qui est développé en termes de politique générale, et ensuite la manière dont c'est perçu et compris par la population. Et surtout, on parle souvent de gestes, de bons comportements, de gestes adaptés. Ces gestes, là encore, vont changer en fonction des aléas auxquels on est confronté. On n'aura pas la même manière de se comporter si on est situé face à un risque de submersion marine, un risque de ruissellement, un risque de submersion des cours d'eau où on sait qu'on est situé en zone inondable. Donc là encore, c'est une véritable réflexion, et c'est un travail qu'on mène au quotidien sur l'ensemble des territoires de la France métropolitaine. Et enfin, un dernier point qui est essentiel aussi, puisqu'il me tient à cœur, on a un département éducation qui a formé plus de 50 000 enfants dans le sud de la France au risque inondation, dans des territoires notamment inondables. Là aussi, il y a un travail à faire en termes d'éducation de la jeunesse et des populations. On se rend compte aujourd'hui, puisqu'on a maintenant 6-7 ans de recul, on forme à peu près 15 000 enfants par an, du CE2 jusqu'à la 5e. Et donc, ce travail qui est fait, il rentre par les enfants, il remonte par les familles. Ce sont des enfants à qui on apprend à aller voir le site Météo France, à comprendre les images radars par eux-mêmes, à comprendre ce que signifie une vigilance orange. Ce n'est pas clair pour tout le monde aujourd'hui ce qu'est une vigilance orange. On ne sait pas comment se comporter. Je comprends que sur le plan scientifique, il soit nécessaire d'avoir des seuils, notamment pour basculer en vigilance rouge, mais il y a une différence colossale entre le niveau hydrométéorologique atteint du phénomène lui-même et la perception qu'en a la population, suivant où les choses se situent. Je prends par exemple les inondations qui ont eu lieu en 2014 à Montpellier. On a eu 2 événements concomitants. Le premier, la première semaine, qui a eu lieu sur un bassin urbain sur la ville de Montpellier, extrêmement médiatisé, alors qu'on avait touché uniquement finalement la ville, et on n'a eu que des effets de ruissellement. Une semaine après, on a vécu un événement d'ampleur supérieure. Ça s'est déroulé la nuit sur l'amont du bassin. On a eu 300 maisons qui ont été touchées, notamment certaines qui sont carrément soulevées et qui se sont repositionnées de travers. Et donc, on a eu des dégâts colossaux. On a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de victimes, et cet événement n'a pas été médiatisé parce qu'effectivement, il concernait principalement les linéaires principaux de cours d'eau. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une importance d'avoir une réflexion globale, de bien réfléchir à l'échelle territoriale entre les informations que l'on transmet, les outils qui existent, et ils existent, que ce soit en matière de gestion de crise, en matière de réflexion en amont sur comment mieux reconstruire finalement cet habitat, et surtout comment les choses vont être perçues par la population. Et là, il y a un enjeu primordial, puisqu'on se rend bien compte, il y a eu des thèses qui ont été soutenues notamment sur la manière dont
donc se sont produits la plupart des victimes en France en matière d'inondation. Et donc, on se rend compte que c'est principalement l'imprudence humaine, finalement, qui est souvent à l'origine de ces événements. On s'est même rendu compte qu'il y avait un taux très important de personnes victimes dans leur voiture qui étaient détenteurs d'un 4x4 et qui finalement, se sentant en sécurité, sont rentrés dans des zones inondables. Donc là, on est vraiment sur une question de perception et il faut vraiment faire ce travail avec la population. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Voilà, je pourrais aller un peu plus loin par la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de passer la parole aux représentants des groupes, je lisais un article d'Emmanuel Garnier, qui est directeur de recherche au CNRS,